Bonjour à vous, mes très chers amis, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur Fatmir Football. Et ça y est, le match de dimanche va tirer le rideau sur cet Euro formidable qui s'est déroulé en Suisse. Ça a été un Euro qui a battu vraiment tous les records, qui méritera bien sûr une vidéo, ne vous inquiétez pas, elle va bientôt arriver, une vidéo qui va faire un récapitulatif, un bilan concernant cet Euro. Mais là, on va plutôt quand même parler de l'avant-match, du match de dimanche, une finale de rêve entre deux très belles nations du foot féminin, une finale qui avait été pronostiquée ici même sur la chaîne, comme quoi on peut être aussi très fort, nous ici, sur les prédictions. Allez voir d'ailleurs ma vidéo sur les favorites, les prétendantes sérieuses à 7 euros. Je vous invite vraiment à découvrir cette vidéo. On ne s'est pas vraiment trompé sur les prétendantes. On va retrouver donc deux des trois prétendantes que j'avais signalées dans ma vidéo donc d'avant euro. L'Espagne, l'Espagne vraiment qui depuis quelques années roule un petit peu sur le game, et l'Angleterre aussi, qui est une nation depuis l'arrivée de Sarina Wiegman à la tête des Three Lions, à la tête de ces Lionesses. J'espère que je prononce bien, hein, je ne suis pas très très fort en anglais. Et ben, cartonne également au plus haut niveau. Donc on aura un Angleterre-Espagne de toute beauté. Et dans cette vidéo, on va passer quand même en revue leur parcours dans cet euro. On va bien sûr aussi analyser ce face-à-face entre ces deux nations. Et puis, on ira un peu plus dans le détail sur les face-à-face entre les joueuses. Et je terminerai bien sûr la vidéo par mon pronostic concernant ce match, les amis. C'est parti! Alors, concernant donc leur parcours respectif, on va commencer par les Anglaises. Et les Anglaises sont quand même tombées dans le groupe de la mort, le groupe D, en compagnie, je le rappelle, de la Hollande, du Pays de Galles et enfin de la France. La France qui leur a infligé donc la seule défaite concernant leur parcours. Quand on parle de la France, on a toujours un pincement au cœur. Nos chères bleues qui sont tellement agaçantes. Mais en tout cas, les Anglaises ont montré quand même depuis cette défaite inaugurale euh, beaucoup de cœur, beaucoup d'orgueil, digne des plus grandes championnes. Elles se sont remis la tête à l'endroit et ont eu un parcours ensuite quasi impeccable, avec simplement un match nul et 3 victoires. En face, les Espagnols ont cartonné bien sûr d'emblée. Elles étaient dans un groupe un peu plus à leurs mains, si je puis dire. En tout cas, un groupe qui leur a permis de monter en puissance, de monter en régime. Et elles ont enchaîné comme des perles les victoires. Alors, il y a quand même cette demi-finale contre les Allemandes qui ont réussi à repousser dans leur dernier retranchement ces Espagnols, La Roja, qui a dû puiser vraiment dans ses ressources pour forcer la décision en prolongation, en misant quand même sur la patience et sur leur maîtrise collective. Pour les face-à-face, il y en a eu, bien sûr, entre ces deux nations, ne serait-ce qu'au niveau de l'Euro. Là, avec cette finale dimanche, ça va être la quatrième confrontation dans le cadre d'un Euro féminin pour ces deux nations. Sur les trois dernières confrontations, c'est les Anglaises qui mènent, puisqu'il y a 2 victoires pour les Anglaises, une victoire pour les Espagnols. Mais on se souvient tous, bien évidemment, de la finale de la Coupe du Monde, de la dernière Coupe du Monde à Sydney, entre ces deux nations. L'Espagne a gagné donc difficilement quand même ce match, 1 but à 0, but d'Olga Carmona, la nouvelle parisienne. Et il y a aussi eu, on peut parler des confrontations là, cette année, dans le cadre de la Ligue des Nations, des phases de groupe, où il y a eu le match aller gagné à Wembley par les Anglaises, 1 but à 0, but de Jess Carter, comme quoi elle est capable de bien jouer au football, ou en tout cas d'être utile
à son équipe. Et au match retour à Barcelone, sur les terres d'Aitana Bonmati et d'Alexia Putellas, ce sont les Espagnols qui ont gagné, en étant quand même menés dans ce match 1-0. Et puis il y a eu retournement de situation. Je me souviens de ce match et notamment d'un but, je crois que c'était le but égalisateur de Claudia Pina, donc les Espagnols qui ont coiffé au poteau pour cette Ligue des Nations les Anglaises, qui et donc a permis aux Espagnols de jouer les phases finales de la Ligue des Nations là en octobre, et aux Anglaises ben, de rester finalement à la maison en étant simplement deuxième. Donc en termes de face à face, on peut dire que ce sont quand même des face à face plutôt équilibrés. Après, c'est vrai que sur ces dernières années, là, ça devient quand même des face à face avec une connotation historique, avec une charge historique beaucoup plus importante, parce que les confrontations se font au sommet des tournois majeurs. Allez, maintenant, on en vient au face-à-face des joueuses. On va prendre un face-à-face dans chaque ligne concernant cette rencontre. Alors, pour faire ma rubrique, je me suis appuyé quand même sur les indications, sur les stats du site Optajo, hein, pour la faire à l'anglaise. Je vous mets le lien donc du compte X d'Optajo pour ceux qui aiment, qui sont friands de chiffres. Effectivement, alors les chiffres sont têtus, mais ce n'est pas la panacée, hein, bien évidemment. Pour autant, ce sont de très très bons indicateurs. Et si on s'arrête donc au face-à-face des gardiennes, entre Anna Hampton et Catacol, on s'aperçoit quand même que Anna Hampton est une gardienne qui a été beaucoup plus sollicitée que son vis-à-vis, que sa vis-à-vis espagnole. 13 arrêts à 4. Ce qui marque aussi, c'est qu'elle est aussi très sollicitée par ses partenaires, puisqu'elle a complété 158 passes à 48 simplement pour Catacol. Donc Catacol qui est vraiment très très peu sollicité par ses partenaires. Et on s'aperçoit quand même que chaque poste dans cette équipe espagnole, chaque joueuse, que ce soit la gardienne à l'attaquante, a une qualité technique exceptionnelle. 84% de passes réussies, c'est bien plus qu'Anna Hampton, qui est à 70%, 78%. Après, il faut tenir compte du fait que Anna Hampton, encore une fois, a dû gérer beaucoup plus de ballons que sa vis-à-vis. Voilà ce qu'on peut dire donc, concernant ce face-à-face. Après, on peut aller donc, sur la ligne défensive, et là, on va prendre les âmes de ces défenses, hein. Léa Williamson d'un côté et Irene Paredes de l'autre, deux joueuses ultra expérimentées. Et là, on s'aperçoit encore une fois que la qualité de passe est du côté espagnol, beaucoup plus que du côté anglais, hein, puisqu'on a 92% de passes réussies côté Irene Paredes, 87% côté Léa Williamson. Pour autant, on voit que le jeu anglais est quand même tourné vers un jeu très direct, plutôt verticale, avec des passes qui cassent les lignes. Il y en a beaucoup plus du côté de Léa Williamson que du côté d'Irene Paredes, 54 à 45. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que Léa Williamson mise plus sur l'engagement et Irene Paredes mise plus sur l'anticipation. 5 interceptions à 3 pour l'Espagnol, tandis que sur les duels gagnés, on est plus sur 48% du côté de Léa Williamson, alors qu'on est simplement à 30% du côté d'Irene Paredes. On monte maintenant un peu plus haut sur le terrain, et là, on va parler quand même des chefs d'orchestre, si je puis dire, des métronomes de cette équipe, Kara Walsh et Patri Guijarro. C'est marrant parce que Kara Walsh, c'est quand même la joueuse qui fait le pont entre ces deux nations. Kara Walsh, vous le savez, c'est une joueuse qui a passé énormément d'années au sein du club catalan, qui a côtoyé quotidiennement des joueuses comme Patri, donc son vis-à-vis au milieu de terrain, mais également Aitana Bonmati, Alexia Putellas. Donc elle connaît parfaitement ce jeu espagnol. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour Sarina Wiegman,
pour préparer tactiquement, son match. Après quand on regarde donc ce face à face, on s'aperçoit quand même que la qualité de passe, ça c'est récurrent chez les Espagnols, ça touche l'ensemble des joueurs, c'est ce qui permet de leur d'avoir un collectif, super huilé. Donc on est quand même à 88 sur la qualité de passe, sur les passes réussies, à 82 simplement, si je puis dire, c'est un bon pourcentage, mais quand on le compare à Patri, Guijarro, on s'aperçoit quand même que la qualité est quand même du côté espagnol. Après, on a aussi ce jeu, qui est tout à fait particulier de Patri, Guijarro, qui est capable de jouer aussi de façon très directe, en lançant des ballons sur les côtés. Elle aime beaucoup ça, changer donc, les phases de jeu, hein, de passer d'un côté à l'autre. Elle aime beaucoup ça. Je me souviens de cette passe directe pour Esther González contre l'Allemagne, incroyable, où Esther González fait un superbe amorti et a failli marquer un but. Donc elle est capable de créer ça aussi, Patry, et elle crée beaucoup plus de chances de marquer un but que son vis-à-vis anglais. Euh, Par contre, on voit encore une fois que la notion d'engagement est très importante chez les Anglaises. Elles, on va dire, elles pallient peut-être ce petit manque technique par plus d'engagement. Et ça se voit aussi au niveau des stats, puisque à 52% de duels gagnés par Kara Walsh et simplement 49% pour Patri Guijarro. Enfin, on termine par les attaquantes. On va terminer par Esther González. Donc, alors j'essaie de retrouver pour vous le mettre à l'écran. Alors attendez. Voilà. Je vous le mets à l'écran. Donc, on a Alessia Russo qui fait face à Esther González. Là, on voit que Esther González est vraiment une joueuse intéressante. C'est un petit format qui est très productive devant le but, qui est vraiment le sens du but. Elle a marqué 4 buts dans cet Euro contre simplement un but à Alessia Russo. Alors j'avais dit qu'Alessia Russo pouvait aussi être victime d'une saison pleine avec Arsenal. Une saison qui avait très mal démarré, où mentalement c'était très difficile avec Jonas Eidevall, jusqu'à ce que l'entraîneur suédois soit débarqué au profit donc de René Slegers. Ça a été beaucoup mieux après, mais Arsenal a eu une année quand même fantastique, qui a beaucoup pompé d'énergie auprès de leurs joueuses clés. En plus, Alessia Russo a été à un moment donné blessée, donc ça fait qu'elle a quand même eu une année mentalement, physiquement très difficile. Est-ce qu'elle en paye le prix au sein, dans cet Euro? Après, les attaquantes, comme les attaquants hein, d'ailleurs, ce sont les derniers maillons d'une chaîne qui, si les maillons précédents ne sont pas à la hauteur, ça sera difficile pour le dernier maillon d'exister et de briller. Donc ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit. Elle a eu très très peu d'occasions à se mettre sous la dent. Quoi qu'il en soit, donc, elle n'a marqué qu'un but. Elle a eu, voilà, par match, on voit qu'elle a quand même 5 grosses chances pour marquer un but. Euh, Esther González, on a quasiment le double avec 8 grosses chances. Plus de tirs du côté d'Esther González, 20 à 14. Et Esther González, qui, comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, a le sens du but aussi, a ce réalisme, ou en tout cas, elle essaye vraiment, parce que sur ses 20 tirs, elle essaye quand même de cadrer le plus possible. La moitié quasiment de ses tirs sont cadrés. De l'autre côté, Alessia Russo tente beaucoup, mais on voit qu'elle a du mal à régler la mire, puisque sur 14 tirs, seulement 3 sont cadrés. Voilà ce qu'on peut dire sur les face-à-face entre les joueuses. Alors j'aimerais quand même aussi parler de 2 points de bascule qui pourraient faire pencher le match d'un côté ou de l'autre. Le premier point de bascule, pour moi, c'est Lauren James. On on a des retours comme quoi elle pourrait manquer, cette finale, certainement pour une gêne,
qui l'empêcherait donc de prétendre à être titulaire, sur ce match parce que Sarina Wiegman, qui est une coach fidèle à certaines, joueuses, Sarina Wiegman compte absolument sur cette joueuse. Si elle est apte, elle jouera. Même si on est d'accord sur le fait que Lauren James Lauren James n'a pas fait un super Euro. Pour autant, c'est quand même le facteur X de cette équipe, le cheat code, comme la surnomme, Léa Williamson, la joueuse qui peut, par un dribble, par, une action, incroyable, faire basculer donc le sort, d'un match. Cette joueuse-là, si elle n'est pas dans le 11 de départ, sera forcément une énorme perte pour les Anglaises. Le deuxième point de bascule pour moi, c'est l'apport véritable de Montse Tomé, la coach espagnole. Alors vous allez me dire, avec cette coach, elles ont gagné la Ligue des Nations. Effectivement, Montse Tomé qui avait récupéré donc l'équipe d'Espagne après la polémique avec le coach qui avait gagné quand même la Coupe du Monde avec ses joueuses et qui avait été démis de ses fonctions. Donc Montse Tomé a récupéré cette équipe et a gagné la Ligue des Nations. Mais je l'ai dit, pour moi, la Ligue des Nations n'a pas la même valeur, la même teneur qu'un Euro, que des JO ou qu'une Coupe du Monde. Donc, à mes yeux, mais je peux comprendre que vous ne soyez pas d'accord avec ça, elle n'a encore rien démontré avec cette équipe espagnole. L'équipe d'Espagne, la Roja, jouerait de la même façon avec un autre coach. Ce sont des joueuses qui ont grandi en jouant ainsi. Donc un jeu basé sur le collectif, sur la maîtrise collective, sur la patience, sur cette tactique du serpent qui était chère à Gérard Houllier, où vous passez d'un côté à l'autre, un peu à la manière des équipes de handball, et vous attendez qu'une brèche s'ouvre pour vous y engouffrer et porter le danger devant la cage adverse. Donc là où les entraîneurs font la différence, c'est sur les résultats. C'est un peu comme Père Roméo avec son équipe du Barça. Il a peut-être les meilleures joueuses du monde, en tout cas à certains postes, ça c'est sûr, mais pour autant, il a failli cette année avec son équipe en ne gagnant pas la Ligue des Championnes. Et pourtant, le Barça, c'était l'équipe qui jouait le mieux en finale. Mais il n'a pas gagné et son sort sera scellé si cette année, l'année qui va arriver, il fait encore une fois chou blanc en Ligue des Championnes. Donc c'est le résultat qui détermine la qualité d'un coach en Espagne. Vous avez ce jeu qui est voilà, inhérent au football espagnol, ok. Donc la différence se fait encore une fois sur la performance, sur le palmarès, sur les victoires. Et Moncetomé, je suis désolé de le dire, n'a rien fait en la matière. On met la Ligue des Nations de côté, j'en ai parlé, mais quand vous regardez les JO, ça a été catastrophique. En quart de finale, elles se sont faites secouer par les Colombiennes et elles ont explosé contre les Barcelonaises, contre les, contre les Brésiliennes. Excusez-moi pour le lapsus. Et donc cet Euro, elle ne peut pas passer à côté. Si elle perd la finale, je pense qu'elle sera débarquée du poste de sélectionneur de cette équipe espagnole. Je finis par les pronostics. Pour moi, je pense que l'Espagne devrait gagner difficilement donc, dans ce théâtre des rêves du Saint-Jacob Park à Bâle. J'y suis allé, hein, j'avais assisté au match notamment entre la France et la Hollande, donc je sais que c'est l'écrin idéal pour cette finale. Le stade va être comble, il va y avoir une ambiance de folie, j'aurais beaucoup aimé y être. Quoi qu'il en soit, donc, ces deux nations qui sont favorites font honneur à leur statut. Deux nations favorites et une seule sera couronnée reine dimanche soir, reine d'Europe. Et mon pronostic va du côté quand même des Espagnols, donc dans un match équilibré, effectivement, avec deux styles différents, de l'engagement du côté anglais avec un jeu plutôt très vertical, très direct, et le jeu qu'on connaît espagnol, plus dans la possession, plus dans la patience, en alternant jeu long, jeu court,
en fonction de la configuration, tactique, de l'équipe, anglaise. Quoi qu'il en soit, je vois quand même l'Espagne gagner difficilement, je vais dire 2-1 cette finale. Donnez-moi vos pronostics, dites-moi, pour quelle, nation votre cœur penche et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos les amis et d'ici là, portez-vous bien. Va va voom!